Premier forum des leaders musulmans du Mali. Ils étaient ensemble pour un islam authentique dans un pays apaisé et unifié. Une occasion pour eux de condamner fermement les exactions commises dans le nord de notre pays. Nombreuses manifestations en Égypte après la déclaration constitutionnelle du président. Face à cette situation, Mohamed Morsi a tenté de calmer le jeu en insistant sur la nature temporaire de ses nouveaux pouvoirs. Notre page santé s'intéresse au glaucome, cette maladie de l'œil qui est l'une des principales causes de la cécité. Notons qu'environ 4% des Maliens souffrent de cette maladie qui se traite à vie comme le diabète ou l'hypertension. Madame, Monsieur, bonsoir. Lundi 26 novembre, je vous souhaite la bienvenue dans cette édition. L'OCI est contre le terrorisme sous toutes ses formes et pour un islam modéré. Voilà en substance le message apporté par une délégation de l'Organisation de la coopération islamique reçue ce matin par le président de la République par intérim. Diankouna Traoré qui a également reçu juste après une délégation des Maliens de Montreuil. Principal sujet de l'entretien, la situation au nord de notre pays. Le compte rendu des deux audiences, c'est avec Modibo Mariko. L'envoyé du secrétaire général de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, première personnalité reçue ce jour par le président Diankouna Traoré, était venu renouveler les engagements de la Oumma islamique auprès de notre pays. Engagement à soutenir la paix et la sécurité dans le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale. L'OCI, selon son envoyé, souhaite de ce fait le dialogue et la concertation entre toutes les composantes de la société malienne et renouvelle par la même occasion son rejet du terrorisme sous toutes ses formes. L'islam rejette le recours à la violence pour des motivations, qu'elles soient politiques ou autres. L'islam, c'est une religion de tolérance, de fraternité. Et l'OCI a un principe fondamental, c'est le rejet du terrorisme, quelle que soit sa forme. Et nous avions réitéré cette position et nous avions profité des vues et des conseils de M. le Président de la République sur les moyens utiles pour résoudre la crise malienne dans un cadre pacifique. Et la charia qui prône l'islam modéré et l'islam tolérant, c'est celle que soutient l'OCI. À l'instar de l'OCI, les Maliens de Montreuil en France, reçus juste après, étaient venus rendre une visite de courtoisie au président de la République par intérim et du coup apporter leur soutien aux efforts de libération de notre pays. Les Maliens de France dénoncent l'occupation de notre territoire et que nous demandons la libération totale, sans négociation avec quiconque pour, en tout cas, le territoire du Mali. Sans négociation avec quiconque, vous faites allusion à... Et je fais allusion à Emenela et en Sardine et à Kimi. Les représentants de l'amicale des Maliens de Montreuil ont profité de l'occasion pour informer le président de la République par intérim d'un forum qu'ils projettent d'organiser ici à Bamako. Les dates de ces forums qu'ils appellent États généraux du Mali seront fixées dans les jours à venir. Activité du Premier ministre, Cheikh Modibo Diarra est arrivé à Paris ce lundi 26 novembre pour s'entretenir avec les autorités françaises du raffermissement des relations entre les deux pays. Le chef du gouvernement doit notamment rencontrer le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, pour évoquer l'appui de la France en vue de la reconquête des régions illégalement occupées par les terroristes et les narcotrafiquants. Ils vont aussi parler de la nécessité d'assurer la sécurité des grandes villes et des axes routiers. Le déplacement du Premier ministre s'inscrit dans le cadre de ces efforts destinés à maintenir et à renforcer la mobilisation de la communauté internationale autour du Mali pour accélérer le recouvrement de l'intégrité territoriale de notre pays. Le président français François Hollande a joué un rôle de premier plan dans l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2071 du 12 octobre 2012 portant préparation de l'envoi d'une force militaire internationale au Mali, rappelle-t-on. Une autre résolution est attendue dans le même sens très prochainement suite au rapport du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Voilà, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra est à Paris.
Ici, à Bamako, le premier forum national des leaders musulmans a pris fin hier. Un forum qui a vivement condamné les actes de barbarie et de profanation des mausolées des saints dans nos régions du Nord. La rencontre a également recommandé d'améliorer le discours islamique sur les médias à travers une formation des prêcheurs. Le reportage de Adama Djimde avec la voix de Moussa Fadé. Ce premier forum national des leaders musulmans, toutes tendances confondues, a permis aux délégués de se dire la vérité et de s'unir sur l'essentiel, c'est-à-dire l'islam. L'ensemble des confréries, Qadiriya, Tidjaniya et autres, les associations, ligues et regroupements des musulmans ont convenu d'un certain nombre de recommandations. Entre autres, de mettre en place un comité de travail dirigé par Chérif Ousmane Madani Aïdara, de créer une université arabo-islamique au Mali. Ces assises ont été bénéfiques à plus d'un titre. Ce forum, ça a été très important. Premièrement, ça nous permet de rassembler tous les musulmans du Mali, de Kaye à Kidal. Ça, c'est très très important. Ça permet aussi de faire des bénédictions. Parce que la crise que vit le Mali n'a de solution que des bénédictions. N'a de solution que de repentir, n'a de solution que de revenir à l'islam, n'a de solution que de revenir à Dieu. Moi, je trouve que ce forum a été bien bénéfique pour les femmes religieuses, les femmes musulmanes, et d'autant plus qu'on a quand même réservé une place pour les femmes dans la résolution. La rencontre a fermement condamné les actes de vandalisme et de profanation des mausolées des saints à Tombouctou et Gao. Ce forum, qui a été beaucoup apprécié, a désormais un porte-parole. Je crois que vos travaux ont pris en compte l'ensemble des préoccupations de notre pays aujourd'hui, l'ensemble des préoccupations de tous les Maliens et l'ensemble des préoccupations de la communauté internationale, dans la mesure où vous avez travaillé pour la consolidation de la paix et de la stabilité. Je serai le porte-parole du forum auprès des autorités de notre pays, auprès de toutes les autorités, pour que vous soyez appuyés dans votre désir de consolider la paix et la stabilité dans notre pays. Les initiateurs ont également émis l'idée de la création d'une ONG islamique. Le shérif de Nioro du Sahel vient de rencontrer les fidèles au stade Modibo Keïta de Bamako. Amedoun Ould Amaoula dit n'être intéressé par aucun poste politique. Par contre, il ne se privera jamais de participer au débat sur les questions nationales. Abbas Fambogouri Traoré. Nous sommes dans un régime de transition et les Amalis, à travers leur guide, n'entendent pas rester en marge de la recherche des solutions aux défis posés à l'État malien. C'est un des messages forts du shérif Ahmedou Oulamaoula face à ces nombreux talibés venus à sa rencontre en ce début d'après-midi devant la rentrée principale du stade Omnisport Modibo Keïta de Bamako. Le shérif a asséné ses vérités à ceux-là qui s'agitent et le soupçonnent de vouloir créer un parti politique. Cette tribune-là, a-t-il dit, ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin d'être président de la République. Le trône hérité de mon père me suffit. Puisqu'à cette station-là, il n'y a ni coup d'État, ni fin de mandat. Avant d'ajouter que tous les fils du Mali se doivent de dire leur opinion sur la marche de leur République. À ce sujet, nul n'a le droit de se taire et de laisser faire jusqu'à la déliquescence de l'État, comme nous le vivons actuellement. Nous soutiendrons et défendrons notre idéal. Une nation pétrie aux valeurs d'équité et de justice. Pour Boué Haïdra, son soutien politique demain ira au candidat à la magistrature suprême qui épouse ces qualités-là. En remerciant les fidèles, il a appelé les uns et les autres à se tenir prêts pour défendre le pays, lui donner sa liberté et son indépendance, même si un parti politique devait en être le passage obligé. Pour terminer, Chérif Ahmedou Oulamaoula a dit à l'endroit de ceux-là qui le vilipendent dans la presse que Dieu jugera. En tous les cas, le temps passé ne reviendra plus jamais.
Parlant santé, le service de chirurgie thoracique de l'hôpital du Mali a organisé une session de formation sur les bases de la chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Cette session, qui va durer une semaine, est adressée aux infirmiers et médecins spécialistes en pratique à l'hôpital du Mali. L'objectif étant de renforcer leur capacité à mieux maîtriser les bases de la chirurgie. Reportage de Gary Boupérou. Attention, certaines images peuvent choquer. La pratique chirurgicale dans un bloc opératoire est un apprentissage expérimental et pointu. Et cette acquisition continue d'expérience qui s'est faite à partir des sessions de formation est très peu courante au Mali, voire en Afrique. C'est pour mieux contribuer à l'amélioration et à la sécurité des patients que Maliens et Chinois renforcent leur synergie, leur capacité. C'est le système OR1 qui est installé dans le bloc opératoire. Ça permet de former le personnel à distance parce qu'il y a une salle qui est là où tous les apprenants peuvent être et voir ce qui se passe au niveau du bloc opératoire. La gestion préopératoire des patients soumis à l'intervention programmée exige de surcroît une préparation minutieuse. Les précautions à prendre pour faire cette chirurgie, c'est de poser d'abord un bon diagnostic. Il faut savoir reconnaître la maladie par l'examen clinique, mais également les examens complémentaires. Dans ce cas précis, il faut une échographie cardiaque transthoracique qui va montrer la malformation. Ici, c'est un enfant de 14 ans qui est soumis à une intervention thoracique et cardiovasculaire. La performance technique de cette équipe impressionne. La dissection est en cours et une fois que le canal artériel va être bien disséqué, bien individualisé, à ce moment-là, on va faire passer un fil, on va le ligaturer, le réséquer. Et parfois, on peut mettre des clips pour renforcer la ligature pour qu'il n'y ait pas d'échappement de sang. C'est une chirurgie qui est délicate. Pendant une semaine, les apprenants seront en mesure de préparer, d'utiliser les instruments de base pour les ligatures, le plâtrage des membres, comment éviter et traiter une infection en chirurgie. Pour cela, ils vont adopter la pédagogie dite auto-apprentissage et une évaluation dite normative. Voilà, tout est mis en œuvre pour assurer une meilleure santé aux patients. Alors à présent, à Sikasso, où le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a lancé hier la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes. C'était au cours d'une rencontre avec les responsables des associations féminines. Le détail des activités du ministre à Sikasso, c'est avec Idrissa Goulou Sissoko. Au cours de la rencontre du ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant avec les associations féminines de Sikasso, il a été question des difficultés que rencontrent les associations dans leur activité. Ces difficultés se résument aux problèmes fonciers, le manque de formation en alphabétisation et le manque de matériel de transformation des fruits. Dans sa réponse, le ministre a surtout demandé aux femmes de se réunir en coopérative pour pouvoir bénéficier d'appui. Un autre temps fort de la journée a été la remise de dons aux déplacés du nord de Sikasso, composés de riz, de sucre, de kits de dignité, de moustiquaires et de médicaments. Ces dons ont été offerts par l'OMS, Plan Mali et l'UNFPA. Nous venons d'échanger sur les préoccupations de chaque association. Nous avons rencontré les familles déplacées ici avec lesquelles aussi nous avons échangé. Cette journée qui commémore la journée internationale des violences faites contre les femmes, m'a permis de faire ce lancement de la campagne des 16 jours d'activisme. Et je pense que le contexte s'y est beaucoup. Nous sommes avec des familles déplacées, avec des filles dont certaines ont été violentées ou qui sont violentées dans le Nord. À la Maison de la Femme et de l'Enfant, le ministre a constaté que le bâtiment n'est pas fonctionnel. À l'unité de transformation des fruits et qualité visitée, les femmes sont confrontées à un problème d'électricité et d'eau. Dans la même région, la version délocalisée du Forum environnemental national s'est tenue pour la première fois à Bougouni. C'était du 22 au 23 novembre dernier. Initiative de l'ONG Mali Folk Center Nieta, le forum a regroupé tous les acteurs de l'ensemble du pays pouvant intervenir pour atténuer les conséquences des changements climatiques. Envoyés spéciaux à Bougouni, Seydou Sissoko et Garibou Pérou.
Favoriser l'échange d'expériences autour des questions environnementales, tel est l'objectif du Forum environnemental national annuel 2012, version délocalisée. Le thème retenu pour cette 5e édition est citoyenneté et justice climatique. Il s'agit d'éviter d'amplifier les dominations sans règles d'un peuple sur un autre, d'éviter les dominations d'une communauté sur une autre, d'éviter les dominations d'une couche sociale sur une autre. Mais il s'agit de bâtir des communautés justes et équitables. L'agriculture, l'élevage et la pêche font vivre pas moins de 80% de la population malienne. Dans ces conditions-là, il est très important de créer un débat, de créer des échanges avec les communautés. Les principes actuels de gestion des ressources naturelles ont du mal à être respectés et appliqués au Mali. Or, leurs conséquences sont entre autres les fortes variations de la pluviométrie, la baisse des productions agricoles, la précarité de l'approvisionnement des ressources. Ces conséquences sont en train de porter préjudice à la vie humaine. Nous avons des aptitudes traditionnelles qui sont capables de rentrer dans le processus du développement de nos différentes cités. Il est temps pour nous tous d'admettre que la nature ignore les barrières sociales et politiques et que certains facteurs de transformation environnementale, tels que la pollution des eaux ou le changement climatique, ne connaissent ni frontières, ni État, ni affectation thématique exclusive. Le choix porté sur Bougouni pour abriter ces forums est né de la volonté du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement et des responsables de l'ONG Mali Folk Center Nienta et leurs partenaires. Le forum qui tend ainsi à être institutionnalisé s'inscrit dans le but d'amener les citoyens à reconsidérer au quotidien son comportement de protection environnementale. Cela doit jouer favorablement sur la problématique des changements climatiques. En 5e région, la journée mondiale de l'alimentation a été célébrée samedi dernier à Bandiagara. Conférences, débats, expositions de produits alimentaires, ce sont entre autres les activités organisées. L'événement initié par Action de promotion humaine était présidé par le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Depuis Mopti, la correspondance de Yaya Bokoum. 32e édition de la Journée mondiale de l'alimentation organisée dans la ville de Nangabanu Banyangara par le programme Action de promotion humaine APH se fixe comme objectif de faire mieux connaître les problèmes alimentaires et de renforcer la solidarité dans la lutte contre la faim, la malnutrition et la pauvreté. La malnutrition n'est pas forcément un aspect de pauvreté ou de misère, mais quelquefois c'est une question de s'organiser. C'est une question de se mettre ensemble et c'est une question de prioriser les dépenses, les charges, etc., etc. Le thème choisi cette année est « Coopératives agricoles nourrissent le monde », un thème évocateur. Je pense que le thème est vraiment un thème pertinent parce qu'il faut s'organiser pour pouvoir produire, il faut s'organiser pour pouvoir transformer, il faut s'organiser pour pouvoir commercialiser. La compétition est rude et chacun dans sa zone, selon sa spécialité, dans la diversification, je pense que nous devons aller à l'organisation. Cette commémoration en différé à Banyangara a été marquée par la visite des produits exposés, un étalage du savoir et du savoir-faire des sociétés coopératives et associations de la cité, 2 communications sur la genèse du mouvement coopératif et sur la coopérative production, suivi des débats ont sanctionné les activités de la journée. L'Association malienne pour la promotion du Sahel, AMAPROS, prône l'adoption d'une agriculture aux effets des changements climatiques. Pour ce faire, un projet d'appui à la promotion des technologies conformes au service de la sécurité alimentaire a été lancé à Monipebugu. C'est dans le cercle de Massina. Le programme est financé par le Canada et le Mali pour 155 millions de francs CFA. Reportage de Brima Kone. En 2010, une enquête du commissariat à la sécurité alimentaire et du système d'alerte précoce a démontré que 166 communes du Mali étaient en situation de vulnérabilité alimentaire. Parmi celles-ci, les communes de Monipebugu dans le cercle de Massina et de Nampalari dans le cercle de Niono. Et puisque ces 2 communes sont dans une des zones d'intervention de l'Association pour la promotion du Sahel AMAPROS, cette association s'est dit interpellée. D'où le lancement du projet promotion des technologies écofermes au service de la sécurité alimentaire dans les communes de Monipebugu et de Nampalari. Ce projet se propose comme objectif
de promouvoir des technologies éco-fermes en vue d'augmenter la production et la productivité des champs, de renforcer les capacités économiques des femmes pour les amener à mieux jouer leur rôle qui est le leur dans la sécurité alimentaire, d'améliorer la gouvernance locale par la formation des acteurs locaux. Ce projet, communément appelé projet FCD, est financé à 160 millions de francs CFA par le Fonds commun de développement Mali, Canada et l'AMAPROS. Il se réalise dans le cadre de l'appui à l'initiative de sécurité alimentaire. On va stabiliser d'abord ceux qui ont des revenus qui ne sont pas stables. Les cultivateurs qui sont là, en train de cultiver donc avec le matériel primaire, on va les équiper de matériel moderne pour augmenter leur production. Les maires des communes concernées, les autorités administratives de Niono et de Massina ont signifié leur satisfaction de cette action de l'AMAPROS. À travers ce projet, l'AMAPROS prône l'adaptation de l'agriculture aux effets des changements climatiques, ce qui devra permettre de renforcer la sécurité alimentaire. Cette cérémonie de lancement était marquée par des échanges sur la réussite du projet FCD et une visite des premières réalisations du projet essentiellement axé sur la fabrication d'engrais organiques. Hors de nos frontières, en Égypte, le président Mohamed Morsi a tenté de calmer les esprits à la suite de sa déclaration constitutionnelle par laquelle il s'est arrogé de nombreux pouvoirs. C'était le 22 novembre dernier. Après plusieurs manifestations qui ont fait au moins un mort, le président égyptien a rappelé la nature temporaire de ses nouveaux pouvoirs. Retour ici sur ces heurts entre partisans et opposants. Sur la place Tahrir au Caire, un village de tentes où ils viennent de passer leur 3e nuit. Visiblement, rien ne semble calmer la fronde des opposants au président égyptien, Mohamed Morsi. Le président Morsi essaie maintenant de diviser les gens. Comment peut-il descendre sur la place Tahrir pour un camp et dire qu'il est avec tout le monde? Ce n'est pas vrai. Cela fait 4 jours que des milliers d'Égyptiens protestent contre la décision du président Morsi de s'accorder le droit de prendre toute disposition qu'il jugerait nécessaire pour la défense de la révolution. Cette formulation, d'après les adversaires du chef de l'État, ouvre la voie à une dérive dictatoriale. Pour les opposants, c'est inacceptable. Notre révolution recommence. Nous sommes de nouveau sur la ligne de départ. Nous voulons la chute du régime. Nous n'avons aucune autre revendication. Les manifestations provoquées par la décision du chef de l'État se déroulent dans les principales villes du pays. La nuit du dimanche au lundi, des heurts ont opposé partisans et adversaires du président Morsi à Damanour, au sud d'Alexandrie. Bilan, un islamiste tué et plusieurs blessés. Ma faute, c'est d'avoir demandé ce qui se passait. Je ne connais pas mon agresseur. Je ne peux pas vous dire qui m'a frappé. La ville est dans le chaos et l'hôpital est plein, comme vous pouvez le voir. Les meilleurs médecins spécialistes affluent. Dans les journaux parus ce lundi, Mohamed El Baradei, l'une des figures du camp laïque et libéral, exige le retrait pur et simple des mesures prises par le président Morsi. Mais pour le moment, le chef de l'État semble inflexible et ses adversaires demeurent mobilisés. Nous quittons le continent pour l'essentiel de l'actualité dans le monde. Nous irons en France où le bras de fer entre Jean-François Copé et François Fillon se poursuit. Qui sera le président de l'UMP? La question reste posée. Au Qatar se tient la 18e conférence de l'ONU sur l'environnement. Mais tout de suite, en Israël, l'ancien Premier ministre Ehud Barak a annoncé ce lundi son retrait de la vie politique. Une décision surprise en pleine campagne électorale. Fin de partie pour Ehud Barak, le ministre israélien de la Défense et ancien Premier ministre se retire de la vie politique. Une annonce surprise à quelques semaines des législatives de janvier. Ehud Barak, 70 ans, dit vouloir se consacrer à sa famille. Cet ancien officier est le militaire le plus décoré d'Israël. Nouveau rendez-vous mondial sur le changement climatique. Quelques 190 pays se retrouvent pendant une dizaine de jours à Doha, au Qatar, pour la 18e conférence de l'ONU. Il s'agit de faire progresser les difficiles négociations sur la limitation des gaz à effet de serre. Le Qatar connaît bien ce problème. C'est l'un des pays les plus polluants de la planète.
En France, la guerre des chefs continue. À l'UMP, la médiation d'Alain Juppé n'a pas réussi à mettre fin à la crise qui dévaste le principal parti d'opposition. Qui en est aujourd'hui le chef? C'est là tout le problème. Jean-François Copé et François Fillon ne sont pas d'accord sur les résultats de l'élection interne. L'UMP, créée il y a 10 ans, est aujourd'hui dans l'impasse. Retour à l'actualité nationale pour faire un zoom sur l'infrastructure culturelle et religieuse réalisée par l'ONG Al-Farouk à Barapirelli. C'est dans le cercle de Koro. Le centre, qui a coûté plus de 20 millions de francs CFA, a été inauguré vendredi dernier. Au RTM Mopti, reportage Mahamar Ibrahim Touré. Bâti sur une superficie d'1 hectare, l'infrastructure culturelle et religieuse inaugurée à Barapirelli comprend une mosquée, une bibliothèque, 2 toilettes, un logement pour l'imam, un puits, 2 abreuvoirs et 3 magasins. Le joyau architectural qui sera inauguré tout à l'heure est l'œuvre de l'ONG Al-Farouk, désormais notre partenaire sur lequel nous fondons beaucoup d'espoir. Je vois que c'est une occasion que nous devons remercier beaucoup ces 17 villages qui a une coalition, qui a une bonne entente entre les religions différentes, la religion islamique, la religion catholique, la religion protestante, qui vivent ensemble, qui méritent d'être encouragés. La présence de toutes les confréries religieuses de Barapirelli à cette inauguration témoigne de l'unicité et la laïcité dans la contrée. Nous avons une communauté musulmane à Barapirelli qui vit pacifiquement avec les autres religions du livre, et je souhaiterais qu'ils puissent faire une mosquée dans mon village. Parmi les projets futurs à Barapirelli, il faut noter la réalisation de forages. Nous restons dans le monde culturel. La 2e édition du festival de Bankoumana a pris fin hier dimanche. Ce rendez-vous culturel a mobilisé des milliers de personnes venues réaffirmer leur soutien à la culture malienne. Bankoumana a servi de tribune pour débattre des questions de développement et de paix. Mohamed Diarra revient sur les temps forts de la cérémonie de clôture. Même s'il est prématuré de tirer le bilan de cette 2e édition, les organisateurs affichent tout de même un sentiment de satisfaction. Une satisfaction qui s'explique par 2 choses, l'adhésion totale des Mandékas à ce festival et la qualité des échanges. S'agissant justement des échanges, ils ont eu lieu autour de plusieurs thèmes dont le rôle et la place de la culture dans le développement du Mandé. Le thème a été développé par Mamadou Keïta du mouvement Unko. L'exposé qui a suivi a permis à l'assistance de se faire une idée de l'impact du tourisme dans la promotion de la paix. L'animateur de la conférence était Mamadi Diarra de Lomato. Et les organisateurs se disent tout simplement comblés. Ce qu'on vient de voir dans la 2e édition est vraiment très bien cette année. Et nous sommes très heureux. Pendant 3 jours, la commune rurale de Bankoumana s'est transformée en une véritable zone touristique. Bankoumana a aussi été le rendez-vous des échanges interculturels. Les différentes troupes de la contrée et même quelques-unes de Bamako ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour tenir le public en haleine. Bref, toutes les conditions étaient réunies pour faire passer le message de la paix. Une paix à laquelle le Mali tout entier aspire. Ce festival nous permet donc de renouer les jeunes avec leur passé, de renouer les jeunes avec leur culture, donc pour qu'on puisse garder notre identité. L'un des temps forts de la cérémonie de clôture a été la remise de diplômes de participation aux différentes troupes musicales en guise d'encouragement. Les partenaires et certaines personnes de bonne volonté ont aussi reçu des diplômes de reconnaissance. Reparlons santé avec la chronique du jour qui est consacrée au glaucome, une maladie due à une infection du nerf optique que certains confondent avec la tension de l'œil. Selon une étude datant de 2010, environ 4% des Maliens souffrent de cette maladie qui se traite à vie, comme le diabète ou l'hypertension. Focus Santé, c'est une réalisation de Tessira Emmanuel Dambélé. Le
Le glaucome est une atteinte du nerf optique reliant l'œil au système nerveux. Dans le monde, plus de 60 millions de personnes souffrent de cette maladie qui peut conduire à la cécité si rien n'est fait, alors que 6 autres millions de personnes ont déjà perdu la vue. Évoquant les différents types de cette maladie, les spécialistes parlent de glaucome congénital chez le nourrisson, de glaucome juvénile à partir de 15-16 ans et de glaucome à grand angle plus rencontré chez les plus de 30 ans. C'est un glaucome qui ne donne pas de signes particuliers. C'est-à-dire le malade ne viendra pas se plaindre qu'il ne voit pas, il ne se plaindra pas qu'il y a des douleurs, il ne se plaindra pas que les yeux le grattent. Et donc, c'est quelqu'un qui peut venir comme ça en consultation pour des petits signes, ou quelqu'un qui vient en consultation de façon pour un examen ordinaire, une visite d'embauche pour une prescription de lunettes à partir de 40 ans. Et là, le médecin, s'il prend soin d'examiner le nerf optique, de prendre la tension de l'œil, alors il peut poser effectivement le diagnostic de glaucome. Donc c'est un glaucome de diagnostic tout à fait fortuit, donc qui ne donne pas de manifestations qui peut pousser le malade à consulter. Une personne peut vivre avec un glaucome pendant plus de 15 ans sans le savoir. L'affection ne provoquant pas de douleur est très souvent découverte par hasard. Il y a beaucoup de mystères autour de la cause du glaucome. Mais une chose est sûre, et il y a l'unanimité pratiquement autour de l'hérédité du glaucome. Alors, on va me demander, alors, ceux qui ont le glaucome, les arrière-grands-parents, comment ils ont fait pour avoir le glaucome? Alors ça, pour l'instant, il n'y a pas de... c'est pas élucidé. Mais on sait quand même que quelqu'un qui a le glaucome, alors ces enfants ont plus de risques de développer le glaucome que les enfants d'autres parents qui n'ont pas de glaucome. La tension de l'œil n'est plus un signe du glaucome. C'est-à-dire quelqu'un qui a une tension de l'œil anormalement élevée n'a pas forcément de glaucome. La tension de l'œil est un facteur de risque. C'est-à-dire quand on a la tension de l'œil qui est élevée, on a plus de risques d'évoluer vers le glaucome qu'une autre personne qui n'a pas de tension de l'œil. Au Mali, en 2010, une deuxième étude à Bamako a confirmé les résultats d'une première qui estimait à 4% la prévalence du glaucome qui se traite malgré tout. Contrairement aux idées reçues, le glaucome se traite. Et il se traite même très bien. Mais c'est une maladie qu'il faut traiter à vie. C'est-à-dire, on ne vient pas prendre les médicaments pour qu'au bout d'une semaine ou 2 semaines, la maladie disparaisse totalement. Non. Alors c'est comme l'hypertension artérielle, c'est comme le diabète. Alors, donc il faut une relation assez privilégiée entre le patient et son ophtalmologiste. Alors le traitement, il s'est fait de plusieurs façons. Une fois que le diagnostic est posé, d'abord il y a les médicaments qu'on va prescrire aux patients, les gouttes. Alors les gouttes, il y en a de plusieurs sortes aussi. On ne va pas rentrer dans ces détails. Alors, si ces gouttes ne parviennent pas à stabiliser la maladie, on peut faire recours au traitement au laser. Alors, si le laser ne parvient pas aussi à régler le problème, il faut opérer la personne. Au Mali, le glaucome peut être diagnostiqué partout où il y a un ophtalmologiste, mais la mesure du champ visuel, qui est un examen déterminant dans le diagnostic, ne se fait qu'à l'iota. Cette page santé met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout à l'heure, le journal d'information avec Mohamed Touré. Demain, 10h-13h, retrouvez Nyanya Ayou Traoré. C'est avec plaisir que je vous donne rendez-vous pour les éditions du soir. Merci de votre fidélité et merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Bonsoir. Thank you.